la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Bonjour Monsieur Rougerie, Bonjour. merci de nous accorder de votre temps pour cet entretien. Avant de commencer, on peut peut-être vous poser une première question. Qui êtes-vous Monsieur Rougerie? Vous êtes à la Oula. fois architecte, Mais rien. mérien, on va revenir sur Alors ce ça mot vous dit quelque chose? dont vous avez la paternité, cette notion de mérien. Non. C'est Jules Verne qui est arrivé de 20 milieux sous les mers, C'est ça. capitaine Nemo. Donc il nous a entraînés dans ce monde qui s'ouvrait à l'humanité. Après, il y a eu des tas d'autres personnages qui ont réalisé ces rêves à travers des sous-marins, et notamment Cousteau à travers le scaphandre autonome qui m'a amené justement maintenant à poursuivre ce travail de mérien. Alors c'est ça, c'est les inspirations, c'est Jules Verne, c'est le monde du silence, et toutes ces choses-là. Avant de développer un peu la genèse de votre amour pour la mer, peut-être vous demander ce que vous faites dans la vie. Vous êtes architecte, océanographe, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qui vous occupe aujourd'hui? La passion. La passion pour ces mondes nouveaux qui s'ouvrent à l'humanité, que ce soit l'espace ou le monde sous-marin, qui sont très liés d'ailleurs, beaucoup plus qu'on ne pense. L'espace amène énormément dans la connaissance des océans et dans la connaissance de ces milieux extrêmes, de vécu dans ces mondes. Voilà, donc c'est avant tout la passion, le fait de servir, d'avoir un engagement dans la vie sur ces grands enjeux. C'est ça qui me motive, et puis vous aussi. Ce qui me motive, c'est la transmission. C'est-à-dire ce parcours, parce que quand on arrive à un certain âge, vous avez bien compris que j'ai 20 ans. Bien sûr, Toujours, je le vois dans vos yeux, vous êtes d'accord avec moi? bien sûr, Voilà. la jeunesse Donc, éternelle. Quand on a 20 ans dans la vie, on rêve à faire de très belles choses. Il faut garder ses rêves. Et moi, en toute humilité, j'ai gardé mes rêves jusqu'à aujourd'hui. Je rêve de bâtir ce futur avec d'autres, avec vous, de vous transmettre justement cette grande aventure humaine, ces grandes aventures humaines qu'on est en train de vivre. Alors vous avez participé à des choses assez exceptionnelles, tant du point de vue architectural, puisque vous avez initié des projets assez exceptionnels. On a eu l'occasion de rencontrer, dans le cadre de nos entretiens, le Christophe Sirug, le directeur de Nausicaa. Et en rencontrant les gens de Nausicaa, on nous a beaucoup parlé de vous. Il semblerait que vous ayez pas peu contribué à ériger ce musée. Et quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Il y a Nausicaa que vous venez de décrire, il y a Océanopolis à Brest, et dernièrement la Marina Olympique que je viens de livrer pour les Jeux Olympiques Paris 2024 qui se tient à Marseille. J'en suis très très fier. Il y a le pavillon de la mer de Kobe Osaka au Japon, mais c'est surtout peut-être les maisons sous-marines comme Galatée qui se trouve au Japon, comme Hippocampe, comme l'Aquaspace, ce vaisseau pour aller voir les baleines en plein milieu de l'Atlantique, ce trimaran de 22 mètres de long avec cette coque centrale transparente. Et puis des petits projets comme le musée de Fare Natura en Polynésie, qui est une écriture ancestrale, traditionnelle et en même temps projetée dans le futur, qui est très bionique, biomimétis. Je me suis inspiré du travail d'ailleurs dans tout ce que je crée, dans tout ce que je réalise. Je m'inspire de Léonard de Vinci, du génie de la nature, comme il disait. Il disait à des jeunes comme vous, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. On est en plein dedans à l'heure actuelle dans les grandes problématiques sur l'environnement. Alors il y a ces réalisations architecturales et puis il y a des réalisations humaines aussi. Alors ça nous a beaucoup amusé, on a vu que vous avez passé 71 jours chez vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est des moments exceptionnels. J'ai eu la chance de vivre plusieurs fois, une douzaine de fois dans des maisons sous-marines à différents endroits. D'abord dans les maisons sous-marines que nous avions réalisées avec la Marine nationale qui m'a toujours accompagné dans ces grands moments de recherche. La Marine accompagne toujours ces grandes aventures humaines. La Pérouse, rappelez-vous de l'aventure de la Pérouse. Et donc quand on a fait avec la COMEX Hippocampe 1 et 2 au large de Marseille, 20 ans après que Cousteau a immergé sa première maison sous-marine, voilà, c'est des moments intenses. C'est comme un astronaute, quand vous vous préparez pendant des années à vivre ces moments exceptionnels, uniques, de vivre sous l'eau, donc vivre vraiment en osmose avec l'élément aquatique. Quand le jour arrive, c'est des moments intenses. Alors là, pour arriver à 61 jours, vous pensez bien que là, ça a été encore plus intense, à tel point que les 3 derniers jours, toute l'équipage, on était 6,
Il y avait une sorte de nostalgie, d'ailleurs, comme dans l'espace, quand on demandait à Thomas Pesquet, à Jean-Louis Chrétien ou à Claudie Nuret, ils vous diront, quand on revient sur Terre, hein, tout compte fait, juste avant de revenir, on se dit, voilà une passion, un rêve qu'on a eu d'enfant qui s'est réalisé. Quand est-ce que je vais repartir? Donc, quand je suis revenu sur Terre, à chaque fois que je suis revenu sur Terre, dans ces 2 expériences sous la mer, à chaque fois, j'avais envie d'y retourner. Et aujourd'hui encore, j'ai envie d'y retourner. C'est pour ça que nous faisons le projet Sea Orbiter, dont on parlera peut-être. Bien sûr. Alors aujourd'hui, particularité, vous travaillez sur la Seine. Vous êtes donc toujours en contact avec ce monde. Et vous avez vu que ma voiture est amphibie à l'arrière, la rouge? Tout à fait, on l'a vu. Et il faut dire qu'on la remarque assez souvent quand on passe sur les quais. Maintenant, on sait qu'elle est à vous. La question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi la mer? Pourquoi pas l'espace, par exemple? Pourquoi pas d'autres... Pourquoi vous êtes musicien? Pourquoi vous êtes poète? Pourquoi vous êtes sculpteur? Pourquoi vous êtes peintre? Pourquoi vous êtes passionné par rapport à votre métier dans lequel vous êtes tous les deux? Souvent, ça vient d'un rêve qu'on a qui s'est bâti, qui s'est forgé en vous. Moi, c'est vrai que l'océan, j'étais en Afrique, j'adore l'Afrique. Et dès mon plus jeune âge, la vision que j'ai la plus lointaine d'une image qui me revient, c'est sur ces grandes plages africaines face à l'océan Atlantique. Et cette image est restée gravée en moi. Voilà, et je suis tombé au bon moment, au bon endroit. C'était la naissance de l'exploration vraiment des océans par Cousteau. Et donc ça m'a porté, voilà. Et puis peut-être que mon père qui était explorateur avec Théodore Monod, c'était la grande aventure avec Paul-Émile Victor. Donc j'ai été baigné de tout ça, donc ça m'a accompagné à bâtir mes rêves. Alors vous avez parlé de l'Afrique. Il y a cette notion d'adapter votre création au contexte dans lequel elle va s'inscrire. Il y a cette notion de l'inscrire dans un patrimoine, dans un héritage. C'est fondamental. Comment vous faites pour comprendre cet héritage dans lequel vous allez vous inscrire? L'Afrique m'a beaucoup apporté dans la tolérance, dans la vision de voir d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres échelles dans la vie. Et le fait d'avoir eu des parents qui m'ont aidé à parcourir le monde, j'ai parcouru le monde très tôt, ça m'a apporté une sorte de tolérance. Au contraire, je me suis nourri de ces cultures différentes. Et je m'en suis servi après pour bâtir mon propre chemin dans la façon d'aborder une architecture quand elle se trouve dans une situation géographique qui est différente de la France et dans un lieu culturel qui est différent de la France, dans une culture différente, dans une économie. Et donc à chaque fois, je prends là un vrai plaisir à me baigner dans le lieu. D'ailleurs, je vis, par exemple, j'ai fait le pavillon de la mer au Japon avec une architecture, avec une écriture un peu japonaise, que j'ai vécu pendant 1 an au Japon. Je vivais à la japonaise sur les tatamis. La nourriture n'était que des sushis, que de la nourriture japonaise. Donc je m'imprègne. Là, je vais souvent en Chine. On va faire le musée de la mer à Qingdao. Fait une architecture qui a des lignes directrices qui fait songer d'abord à un centre de la mer comme Oceanopolis ou Nausicaa. On sait que c'est un centre de la mer, on sait que ça se situe dans une baie, que ça sort de la mer. La technologie actuelle permet de mélanger dans l'imaginaire qu'on peut avoir entre le passé et le futur, voilà, d'avoir une écriture architecturale qui prend racine dans une résilience et qui est la projeter dans un futur. Ça, c'est pour un architecte, c'est passionnant. Et ça, c'est vrai que les architectes français, on a ce sens, on a peut-être plus que d'autres dans toute humilité. Alors, vous parlez d'architecture, vous êtes un scientifique, océanographe, et en même temps, académicien des beaux-arts. En fait, est-ce que vous êtes un artiste ou vous êtes un scientifique? Où est-ce que vous vous situez entre les deux? Oui, je suis avant tout un artiste, je le revendique, un rêveur, je le revendique, mais très pragmatique, il faut se méfier. Un rêveur qui aime bien bâtir les rêves et les réaliser. Par la force des choses, le fait de vouloir bâtir sous la mer m'a amené à avoir un langage, des codes de compréhension avec les scientifiques, avec les techniciens, donc avec les océanographes, pour comprendre quels étaient leurs besoins pour faire par exemple un village comme ça,
sous la mer. Il fallait une technologie, pas un rêve pour le rêve, parce que l'architecture terrestre n'a strictement rien à voir avec l'architecture sous-marine. Et l'architecture sous-marine n'a quasiment pas grand-chose à voir non plus avec l'architecture navale. C'est un autre monde, un autre univers, c'est comme l'espace. L'espace, on ne peut pas faire de l'architecture terrestre dans l'espace, c'est impensable. Là, sous la mer, c'est des contraintes technologiques, comme vous avez la poussée d'Archimède. Donc il faut jouer avec cette poussée d'Archimède, avec cette troisième dimension. Il faut jouer avec la pression, il faut jouer avec un certain nombre de données physiques qui fait que vous ne pouvez pas avoir une pensée architecturale avec les mêmes racines que l'architecture terrestre. Vous voyez, donc il n'y a aucune formation qui vous amène à comprendre cette gymnastique, cet imaginaire. Et donc c'est le vécu, c'est l'architecture navale, ça a été ça au début. C'était question de bon sens, comme un bon paysan qui sait ce que c'est que la nature, qui sait ce que c'est que de mettre une pierre l'une sur l'autre pour faire un édifice. C'est une question de bon sens. Alors après, il faut améliorer ce bon sens à travers la connaissance, à travers des expériences. Donc j'ai fait un certain nombre d'expériences, d'abord avec Cousteau et puis après avec Jacques Picard et ainsi de suite, qui m'a amené, grâce à une connaissance mathématique ou physique, m'a amené à améliorer encore plus, à être plus performant dans la définition, dans l'approche et dans la réponse que j'apportais à ces structures. Par exemple, ces structures, vous voyez, c'est la poussée d'Archimède, donc c'est optimiser une bulle d'air sous l'eau qui prend une forme, et donc la structure doit prendre la forme d'une bulle d'air qui remonte à la surface. Que représente cette maquette qu'on a là? C'est un village sous la mer qu'on avait fait pour la NASA il y a pas mal d'années, pour l'entraînement des astronautes dans les programmes sur la Lune, enfin dans les programmes Apollo. Parce qu'à l'époque, les astronautes, et toujours d'ailleurs, s'entraînent sous la mer. Ils s'entraînent dans des piscines, mais on s'entraîne aussi sous la mer. Donc on avait bâti ce programme avec eux. Et pour les aquanautes aussi, les Mériens dont on parle, cette civilisation des Mériens, donc c'était au large des îles Vierges, par moins 25 mètres de profondeur à moins 35 mètres, là où se trouvaient à l'époque les maisons sous-marines américaines pour la NASA, puisque Scott Carpenter avait lancé ses programmes de tectail hydrollable Chalupa, qui étaient toutes les maisons sous-marines américaines que le grand public ne connaît pas. D'ailleurs, c'est dommage, même le grand public ne sait pas que Cousteau a fait 3 maisons sous-marines, souvent, que c'était précontinent 1, précontinent 2, précontinent 3. Moi, j'ai fait Galatée, on a oublié, Galatée, Hippocampe 1, Hippocampe 2, Syscope, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, vous travaillez sur un très grand projet, un projet dont les maquettes font rêver, le Sea Orbiter. Alors bien sûr, nos auditeurs auront l'occasion de retrouver toutes les images du Sea Orbiter en début et en fin de reportage. Qu'est-ce que c'est que ce projet Sea Orbiter? Ça fait plusieurs années que vous êtes dessus. Oui, tout à fait. Ce projet est arrivé un peu trop tôt. C'était un peu la synthèse de tous ces projets, de toutes ces expériences d'habitat sous la mer que j'avais pu faire avec les Américains, et aussi de l'Aquaspace, qui était ce vaisseau avec cette coque qui existe toujours. D'ailleurs, il y a la maquette un peu plus loin, qui m'a permis de traverser plusieurs fois l'Atlantique à bec et d'être sous la mer en permanence et d'observer la biodiversité, d'observer la migration des cétacés. Et on a voulu faire un peu avec Jacques Picard, qui est l'homme qui a été au plus profond des océans et qui est le père de Bertrand, qui fait ce Solar Impulse. Et avec Jean-Loup Chrétien, donc l'astronaute, on avait pensé faire la station ISS, parce qu'à l'époque, la station ISS venait juste d'être lancée, et on voulait faire la station ISS océanique. Donc avoir un équipage à bord international qui parcourait dans les grands courants océaniques, puisque c'est orbitaire. Imaginez un bateau à la verticale. Déjà, c'est pas commun. Vous allez le voir tout à l'heure sur les films. C'est un bateau à la verticale, donc ça n'existait pas. Donc avec une base sous-marine permanente où les aquanautes, les mériens pouvaient sortir en permanence, quelles que soient quasiment les conditions de mer en surface, et pour aller explorer le monde sous-marin, la connaissance et tout. Et ce projet est arrivé un peu trop tôt. Si vous voulez, ça a évolué tout ça en 20 ans, 10 ans. Il y a 20 ans, la mer, à part des passionnés comme moi, on ne parlait pas beaucoup de la mer. On allait au bord de la mer parce que pour les vacances. Mais c'était presque anecdotique. Le monde sous-marin
Il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui plongeaient. Le surf, le windsurf, le surf existait depuis longtemps, bien sûr, à Hawaï, mais le windsurf commençait à se développer, et ainsi de suite. La glisse. Et donc, les jeunes comme vous, eh ben, ont un autre rapport à la mer que ma génération. Et du coup, vous avez ouvert au monde, vous ne vous rendez pas compte, vous avez ouvert ce côté sensoriel, ce côté charnel par rapport à la mer, alors qu'un marin qui tombe à la mer, c'est un homme mort, malheureusement. À travers les siècles, ça a toujours été comme ça. Il y avait une fascination de l'autre côté de l'horizon de l'océan. Il y avait un imaginaire qui se développait, mais c'était un rapport à la mort, donc un respect, mais un rapport à la mort. Maintenant, c'est plus du tout ça. Vous, c'est un rapport sensoriel. Vous aimez que quand moi je vois en Bretagne, en plein mois de février, s'il y a un peu une petite tempête, je vois plein de jeunes aller faire du surf, aller faire du windsurf. Moi, quand j'étais au bord de la mer, quand j'avais 20 ans, en Bretagne, en février, personne ne sortait à la mer. Donc, vous voyez, ça a complètement changé. Et puis le scaphandre autonome a amené cette dimension de connaissance et puis de crainte par rapport à tout ce qui se passe sur l'environnement, sur la pollution, sur la montée du niveau des eaux. Et donc, pour revenir à Sea Orbiter, en réalité, ce projet est arrivé trop tôt. Il a fait un peu peur, parce que c'était autre chose. C'est comme les bateaux à hydrofoil. Quand Tabarly a lancé avec Alain Thébault l'hydroptère, et ça fait quand même 40 ans, 50 ans presque, vous vous rendez compte? Il a fallu 40, 50 ans pour que ce concept d'hydroptère, tous les bateaux maintenant de la Coupe América sont comme l'hydroptère. Mais il y a déjà 40, 50 ans. Ce projet était un peu avant-gardiste pour son époque. Oui, en toute humilité, oui. Donc c'était trop tôt, ça a choqué certains pour X raisons. Voilà. Maintenant, depuis One Ocean Summit, voulu par le président de la République à Brest, qui a eu lieu il y a 2 ans, on sent cette force internationale de enfin comprendre que les océans, c'est les grands enjeux de demain. Ça fait partie des plus grands, avec l'eau bien sûr sur la planète, mais ça fait partie des plus grands enjeux pour des raisons simples. C'est la nourriture du futur, la pharmacologie de demain, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, la protection qu'il faut avoir, c'est toutes ces données. Donc, c'est un engin d'une nouvelle génération complémentaire à tous les engins qui existent, enfin à tous les bateaux océanographiques, ou même à Tara, qui est une magnifique aventure, Tara. Donc, c'est un engin d'une nouvelle génération qui peut apporter des programmes très différents des bateaux océanographiques en complément de ce que font les chercheurs au niveau des bateaux océanographiques. Alors aujourd'hui, ce projet, quel est son objectif? Vous êtes toujours sur une idée de d'ISS des océans? Ce bateau, c'est une aventure privée avec des industriels. J'ai la chance d'avoir comme partenaire principal Rodolphe Sadé en personne, donc CMA-CGM, d'avoir le soutien du président de la République, d'avoir des partenaires là, que nous sommes en train de finaliser. On a évidemment, ce projet a été lancé il y a une vingtaine d'années, donc les technologies ont considérablement évolué. On est en train de tout reconfigurer l'intérieur de Sea Orbiter. On est prêt d'ailleurs, quasiment prêt. Et on espère, je croise les doigts, ne vendons pas de la peau de l'ours, comme disait votre grand-mère et la mienne qui se connaissaient. Fin 2024, début 2025, j'espère qu'on pourra être mis en chantier pour être opérationnel 2027. Où est-ce que vous voulez le mettre en chantier, ce bâtiment ? Alors, on va tout faire pour qu'une grande partie ou la totalité de Sea Orbiter sera construite en France. Notre base sera en Méditerranée. La première année, on fera le tour du bassin méditerranéen à travers tous les rivages de tous les pays qui bordent le bassin méditerranéen en collaboration avec tous ces pays du bassin méditerranéen et en collaboration bien entendu avec l'Europe et avec les États-Unis et même la Chine, puisque la Chine on a signé le contrat de partenariat avec Qingdao, donc la capitale, donc avec l'université d'océanographie. Donc voilà, à l'heure actuelle, il y a vraiment de la part des scientifiques, que ce soit de la NOAA, du Scripps Institute de San Diego, que ce soit le Woodsword, donc le MIT, ils nous proposent des programmes à l'heure actuelle. La grande question, c'est comment est-ce qu'on vit dans le Sea Orbiter ? On est combien à l'intérieur ? Alors imaginez, d'abord, c'est
cette perche de 57 mètres de haut, 31 mètres sous l'eau, avec sa quille qui est repliable, avec ce disque et tout, et on déballaste et on vit à l'intérieur en grande partie de ce disque. Donc il y a 27 mètres, il y a 26 mètres exactement au-dessus de l'eau, et pour un équipage de 24 personnes, et donc une partie de l'équipage va vivre ce qu'on appelle en saturation, c'est-à-dire dans ce disque pressurisé. L'avantage, c'est qu'ils vivent en saturation, ça leur permet de sortir autant de fois qu'ils veulent sous la mer, sans remonter à la surface. Et après, une fois l'expérience terminée, bien entendu, ils reviennent en pression atmosphérique. Parce qu'effectivement, changer comme ça d'atmosphère, c'est assez dangereux, évidemment. Oui, non, Après, mais tout est dangereux. Vous traversez la rue, c'est dangereux. Bien sûr, non, il y a des procédures, il faut respecter ces procédures, ça s'apprend, et c'est pas plus difficile que des tas d'autres procédures. Simplement, voilà, il faut avoir cette connaissance de l'hyperbare. Nous avons la connaissance de l'hyperbare. On est avec Bill Todd, qui est le grand spécialiste mondial, qui est le responsable des programmes si-orbitaires de l'hyperbare, qui est de la NASA. Donc, il aura la responsabilité de cette partie-là. Non, vous pensez bien que quand on part pour une telle aventure, c'est vrai, honnêtement, qu'il peut y avoir des risques. On n'est pas farfelu, quoi. Même si on est passionné et audacieux, on n'est pas farfelu. Donc cette équipe d'une vingtaine, un équipage de 20 personnes... Je vous vois venir, vous voulez vous inscrire, tu vois? Non, c'est pour savoir si vous y serez, pour commencer. Ah ben évidemment. Évidemment, j'imagine mal le Sea Orbiter sans vous à l'intérieur. Vous imaginez qu'il parte sans moi? Non. Impossible. Je refuse d'y croire. Non. Et donc, dans un but scientifique, c'est ça l'objectif de... Oui, alors d'abord, c'est avant tout la connaissance, le but scientifique de mieux connaître le monde sous-marin. Après ça, il y a tout un côté éducatif, justement, pour les jeunes générations. Donc il y a tout un programme de développement au niveau des écoles, des universités. Non, il est évident qu'il va y avoir tout un programme scientifique, un développement de la connaissance d'abord des oiseaux, par exemple, donc de la surface au-dessus, des mammifères en surface, des mammifères sous l'eau, puisqu'on a une observation 24 heures sur 24 sous la mer. On a des grands yeux ouverts sur ce monde prolixe, la biodiversité, et puis ces engins, ces hommes qui vont sortir en permanence, nuit et jour, ils peuvent sortir sous l'eau directement en scaphandre ou alors en sous-marin, puisqu'on a un sous-marin. On a des robes, des AUV qui vont descendre les robes vont descendre jusqu'à 1200 mètres, les AUV jusqu'à 6000 mètres. Donc on sera au-dessus de dorsale atlantique, de sources hydrothermales. On peut se positionner d'une façon géostationnaire qui fait qu'on reste pendant une semaine au même endroit, au-dessus des ciments, pour étudier ces sources hydrothermales, voir les microvirus, les programmes sur les microvirus qui sont très importants. Donc il y a tout cet aspect de recherche qui va être développé et ce que peut apporter la spécificité surtout de Sea Orbiter. Mais tout ça, on veut le transmettre au niveau mondial puisque c'est un programme international et on veut le transmettre dans les universités et dans les écoles un petit peu ce travail merveilleux qu'a fait Thomas Pesquet en s'adressant. Donc à bord, on a tout un pont qui est réservé à une salle de communication permanente avec le monde extérieur, avec les écoles, avec les universités. Il y aura même à l'intérieur de cette salle qui a des grands hublots de part et d'autre, de 2 mètres de diamètre. On est à moins 6 mètres sous l'eau et il y a un orgue des temps modernes. J'ai dessiné un orgue futuriste, bien sûr, vous imaginez bien, mais l'orgue du Nautilus. Tout ça fait évidemment rêver, on a hâte de voir le projet concrétisé. Aujourd'hui, concrètement, une journée avec Monsieur Rougerie, à quoi ça correspond? Comment est-ce que vous y travaillez? Est-ce que les plans sont prêts ou vous travaillez dessus? Non, bien sûr, mais pas plus tard que la semaine dernière, vendredi, on a finalisé complètement le nouveau 3D, donc de l'intérieur. Non, bien sûr, non, mais tout est quasiment prêt à l'heure actuelle. Dès qu'on a bouclé définitivement, c'est le nerf de la guerre, le budget, ce qui ne saurait tarder comme je vous ai dit, je croise les doigts bien entendu, on lance le chantier, je vous ai dit, à la fin de l'année. Ce projet, donc Sea Orbiter, pour revenir au vrai sujet de Sea Orbiter, c'est aussi transmettre à la nouvelle génération ces grands enjeux
Et pour ça, on a une fondation, j'ai une fondation à l'Institut de France, à l'Académie des Beaux-Arts, qui accompagne, qui porte mon nom, j'ai cette chance, donc la fondation Jacques Rougerie, mais le thème c'est Génération Espace Mer. C'est pas innocent, donc c'est vous transmettre à vous. C'est vous maintenant, comme à Athènes, ils nous amènent le flambeau pour les Jeux Olympiques. Et ben moi, avec cette fondation, on vous remet le flambeau. Et Génération Espace Mer, ça fait jeune. Et on aime beaucoup l'idée. Alors parlez-nous un peu de cette fondation Jacques Rougerie qui, par ses prix, qui, par ses projets, fédère autour des enjeux de la mer. Oui, parce que tout ce travail que nous avons fait en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires, multiculturelles à travers le monde, quand j'ai eu la chance, déjà avec Jean-Loup Chrétien, on avait une association pour attirer les jeunes comme vous, essayer de se passionner pour l'espace et le monde sous-marin. Et quand j'ai eu la chance et l'honneur d'être nommé à l'Institut de France, ils ont décidé que cette association, on l'a fait basculer en fondation et qui porte mon nom, comme je suis académicien, ils ont voulu. Et avec le prince Albert, donc, qui a accompagné cette belle aventure de cette fondation. Et c'est vous transmettre, vous transmettre ces passions et vous amener à vous engager dans cette résilience vers quoi maintenant on va tendre dans le futur de ces deux grandes aventures qui sont le monde de l'espace et le monde sous-marin. Et c'est avec votre imaginaire, avec votre regard, avec vos passions, vos rêves, comment vous voyez ce futur à différentes échelles de temps, c'est-à-dire que ce soit un futur dans les 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, et bien au-delà, parce que l'espace, il faut avoir des visions à très long terme, à court terme et à long terme, et le monde sous-marin, c'est pareil. Parallèlement à ça, avec l'UNESCO, on est quand même préoccupé, sans catastrophisme, on est préoccupé par ces grands enjeux climatiques et la problématique de la montée du niveau des eaux, d'autant plus que quand on sait que d'abord il y a un développement démographique très fort, que ce développement démographique se fait de plus en plus sur les littoraux planétaires, sur le monde îlien, que donc en 2050 c'est demain, vraiment demain, surtout pour vous, en 2050 on va être 10, 11 milliards, et que 75%, tenez-vous bien, 75% de la population mondiale va vivre, parce qu'elle est de plus en plus attirée par la mer, et donc va vivre le long des littoraux. Or, les littoraux, il y a d'abord cette biodiversité qui est fragile, de cette interface entre la terre et la mer. C'est les lieux de frayère dans les deltas. Donc, ça nous préoccupe. Et donc, on a décidé avec l'UNESCO de voir comment vous pouvez apporter des solutions à des échelles différentes, suivant la configuration géographique, suivant la culture locale, suivant l'économie aussi, parce que vous pensez bien que le Bangladesh n'a pas la même problématique que la Hollande, qui a déjà une connaissance très forte de ces problèmes à travers leur culture, à travers leur économie, leur savoir-faire technologique. Alors que le Bangladesh, il commence à découvrir ces phénomènes dans les grands deltas, ou le Vietnam, ou le monde îlien des îles, vous voyez. Donc c'est sans catastrophisme, préparer cet avenir. Tout compte fait, ça peut être passionnant de se poser toutes ces questions et le voir d'un autre côté, de dire, on va y arriver, on relève les manches, on va y arriver. Et il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Il n'y a que cette jeunesse qui se passionne pour ces grands enjeux environnementaux, qui se posent des questions. Il faut dialoguer ensemble, il faut vous ouvrir et que nous, on s'ouvre à vous dans le dialogue. Et c'est fondamental qu'on vous écoute, quelles sont vos craintes, qu'on essaie de vous accompagner dans la mesure de notre possible. Parce que comme disait Michel Serres, c'est vous qui nous montrez le chemin vers quoi il faut tendre. Alors que jusqu'à maintenant, ancestralement, c'était l'ancêtre qui montrait le chemin. On a été au plus proche de ces questions de fragilité des écosystèmes. D'abord, vous parlez du Japon
On a redécouvert le Japon à travers cette problématique, le Japon qui entretient un rapport assez particulier à la mer en réalité, parce que certes, certes, ils sont confrontés à la mer tous les jours, mais il y a cette crainte aussi vis-à-vis de la mer, il y a cette crainte du dehors. On a été à Madagascar, où on a vu ce rapport à la mer vivrière, à la mer nourricière. Et effectivement, il y a diverses cultures qui entretiennent divers rapports à la mer, et certains la voient comme une ennemie, d'autres comme une amie. Vous avez parlé d'une vision multiculturelle de la mer que vous essayez d'avoir dans votre fondation. Dans quelle mesure, dans vos travaux, vous avez cherché à vous entourer de cette vision multiculturelle? Dans quelle mesure elle est essentielle pour vous? Toujours, parce que quand j'ai fait mon diplôme d'architecture, j'ai fait 2 diplômes d'architecture. Pourquoi? Parce que je voulais faire un diplôme, ce qui était complètement irréel d'une certaine façon. Je suis le seul à avoir fait ça. Parce que je voulais faire un projet extrêmement prospectif sur les technologies dans lesquelles on était dans les années 70 par rapport aux océans, une université internationale des océans parcourant les mers pour les peuples du monde. Et puis d'autre part, j'ai été vivre 6 mois en Indonésie pour voir les peuples de pêcheurs qui vivent en osmose et qui ne vivent que de la pêche, et de les transformer en agriculteurs de la mer, et de voir au niveau de la cellule familiale, de leur cadre de vie, de leur mode de vie, les transformations, donc à une échelle très très culturelle, très ancestrale, de voir cette résilience, cette évolution, et vers quoi on pouvait les faire tendre en les amenant progressivement dans ce monde futur qui s'ouvre. Donc ça m'a passionné. J'ai eu la chance d'être accompagné là déjà par l'UNESCO, et ça m'a aussi imposé, et heureusement que j'avais cette connaissance de l'océanographie, parce que ça m'a permis de ne pas avoir qu'une vision d'architecte, vous voyez, de bâtir un édifice, une maison ou une cellule familiale, mais de comprendre tout le mécanisme de mode de vie dans ces lieux complexes, de ce qui vivait ancestralement avec la mer en autarcie, quasiment en autarcie. Ils ne vivaient que des produits de la mer, que des produits de la mer. Vous avez, ça s'appelle les Badjao, c'est le peuple des Badjao. Les peuples des Badjao, il y a plus de 6 milliards, entre 6 et 7 millions d'êtres humains qui vivent entre l'Indonésie, les Célèbes et les Philippines, qui vivent sur la mer, de la mer, et uniquement de la mer. Et quand vous les voyez, ils sont généreux, heureux. Et c'est amusant parce que pour pêcher, par exemple, dans leur pirogue, ils font des trous dans leur pirogue, ils mettent l'oreille et ils écoutent le bruit de la mer, et où se trouve le poisson. Et ils mettent les bébés tout de suite, plongeurs. Les bébés se mettent, et c'est le meilleur apnéiste du monde. C'est comme les femmes japonaises, les pêcheuses de perles. Et ce sont des apnéistes extraordinaires qui ont une faculté en osmose sensorielle avec ce monde. C'est fascinant. Donc on a des capacités. D'ailleurs, quand on voit Guillaume Néry, l'apnéiste champion du monde, multi-champion du monde, et d'autres, bien sûr, leur capacité, c'est dans ce monde, la façon dont ils évoluent, comme un oiseau, comme dans l'air, c'est merveilleux. Donc le monde sous-marin, le monde de la mer, vraiment s'ouvre à cette jeunesse, à notre monde, en dehors de tous ces phénomènes de pollution, je sais pas, dont on peut parler, bien entendu, dont je suis conscient, il ne faut pas vous faire d'illusions, je suis très conscient de ça, en dehors de ces problèmes de la montée du niveau des océans, en dehors de la connaissance de la biodiversité, et tout. Il faut voir d'abord ce monde, le rapport qu'on peut avoir à ce monde déjà d'une façon sensorielle. Et à partir de là, on aura envie de le protéger, de mieux le connaître, et d'organiser un mode de vie, une gestion, donc de rentrer dans la Blue Society, donc de rentrer forcément dans la Blue Economy, et d'une façon différente de ce qu'on a développé dans l'économie actuelle depuis un siècle, sans tout jeter, parce qu'on a fait de très belles choses pendant ce siècle qui vient de se passer. Il faut arrêter d'être que négatif, mais il y a une prise de conscience que vous avez encore plus que nous, qui est capitale, mais le génie humain est capable
de résoudre les problèmes. On est capable de résoudre les problèmes. Et pour résoudre les problèmes, il faut avoir des rêves, il faut avoir de la passion, il faut avoir de l'audace. Si vous êtes dans le pessimisme, dans l'anxiogène, qu'est-ce que vous faites? Vous repliez sur vous, vous vous droguez, vous trouvez qu'on est de plus en plus vous anxiogène n'avez pas cette générosité. Voilà, et puis tout ce qu'on a, les réseaux sociaux, du beau côté des réseaux sociaux, maintenant l'intelligence artificielle qui arrive, c'est extraordinaire, parce qu'il y a le mauvais côté, mais comme toujours, il y a toujours eu dans l'évolution de l'humanité le beau et le mauvais côté. Donc, choisissons le beau côté de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, de ce côté mondialiste. Moi, j'aimerais avoir 20 ans, naître demain, pour connaître le futur, mais il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Vous allez vivre, vous, des choses mais étonnantes qu'on imagine absolument pas. Est-ce qu'on imaginait l'intelligence artificielle il y a 10 ans, ne serait-ce qu'il y a 10 ans? Est-ce qu'on imaginait les réseaux sociaux, Internet et tout, il y a 30, 40 ans, et ainsi de suite? Donc vous vous rendez compte de cette évolution, la rapidité, mais c'est génial. C'est génial, mais ça peut avoir une contrepartie. On est sur un fil rouge, il faut faire attention. Alors, on voit que vous êtes optimiste par rapport à la suite des choses. Une question qu'on a envie de vous poser, parce qu'on approche de la fin. Vous êtes un ambassadeur de la mer, quelque part, ou en tout cas un ambassadeur la d'une mer certaine est tellement, vision. mille excuses de vous couper la parole. Bien sûr. La mer est tellement gigantesque qu'on ne se rend pas compte. Vous vous rendez compte, c'est 71% de la surface du globe. C'est 3,7 km d'épaisseur d'eau sur ces 71% de la surface. Alors, la mer a besoin de beaucoup d'ambassadeurs. Alors c'est justement la question qu'on allait vous poser. Pas un ambassadeur. Quels sont les autres ambassadeurs de la mer aujourd'hui à qui vous avez envie de rendre justice, que vous avez envie de mettre sous le projecteur? De qui est-ce qu'on devrait parler? Qui sont ceux qui s'engagent pour la mer? Mais que ce soit en France, d'abord Sylvia. Alors bien sûr, il y a eu quand même Cousteau, il faut lui... mais à l'heure actuelle, il y a Sylvia, il y a Olivier Poivre d'Arvor, il y a Catherine Chabot, il y a Patricia Ricard, et puis il y a eu des grands noms comme Jacques Picard, Jacques Mayol, un ambassadeur actuel que j'aime beaucoup, c'est Guillaume Néry, notre ami Michel Rodolphi qui fait de la musique sous l'eau, qui fait des concerts sous l'eau, Romain Troublé, avec Tara qui fait un travail magnifique. Il y a plein de jeunes, de moins jeunes, des vieilles barbes comme moi qui sont des ambassadeurs, voilà, et c'est le chant de tous ces ambassadeurs qui résonne. C'est ça qui est passionnant, c'est la passion qu'on a, qu'on met en commun plus que jamais, qui fait que nous sommes des mériens, nous ne sommes plus des marins, parce que le rapport qu'on a avec cet élément liquide est tellement différent que la philosophie, le regard, le comportement... Vous voyez, par exemple, il y en a un qui m'a fait plaisir, c'est Eric Orsena. Oui. Il m'a dit « Ah, Jacques, je suis devenu un mérien. » Parce qu'il a compris, alors que c'est un marin avant tout. Il a dit « Mais c'est vrai que ce monde a complètement changé le rapport de l'être à la mer. Et donc, c'est vrai que c'est notre philosophie. Donc, c'est maintenant une globalité. Avant, c'était une surface, un miroir. Et mes cousins, je les appelle ainsi, c'est les marins, sont des aveugles de la mer, avec tout l'amour que je leur porte, parce que ce sont des êtres exceptionnels. C'est une tribu extraordinaire, les marins. Mais ils ne regardaient pas jusqu'à maintenant en dessous du miroir, de l'autre côté du miroir plus exactement, oui. Parce que c'était la mort. Maintenant, mais beaucoup de jeunes marins, pêcheurs, plongent, ce qui n'existait pas avant. Parce que s'ils tombaient à la mer, ils étaient morts, vous voyez. Donc, c'est pour ça que vous êtes des mériens maintenant, vous êtes des mériens. Ce rapport fataliste à la mer, il évolue. C'est pour ça que les films comme Les Dents de la Mer, pour moi, ça a été l'horreur. Oui. Parce que quand ce film est sorti, déjà qu'il y avait la crainte ancestrale, Victor Hugo, tout ça, et Dieu sait que j'aime Victor Hugo, mais... le rapport à la mer a été violent quand d'un seul coup, Cousteau faisait tout pour ouvrir le monde sous-marin à l'humanité en montrant ces 4 saisons sous la mer, ses beautés et tout, et puis en même temps le côté triste de la pollution qui était naissante.
Et d'un seul coup, paf, les dents de la mer, quel choc. Donc on a fait un recul. Les gens qui avaient la poser une crainte. question qui ne va pas vous plaire, Monsieur Rougerie. Là, effectivement, il y a le beau dans la mer, mais aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a des thèmes qui s'imposent, qui sont ceux de l'immigration sur la mer. L'immigration. Alors, il y a le thème de la montée des eaux, des îles qui disparaissent. non, mais il faut être lucide, vous avez raison, il faut avoir la lucidité. Vous savez, moi, en toute humilité, comme on disait tout à l'heure, j'ai parcouru le monde. C'était ma passion grâce à mes parents. J'ai vu des choses horribles. J'ai vu des guerres, j'ai vu des famines, j'ai vu des choses, mais terribles. Non, c'est même difficile d'en parler en Inde, entre autres, et tout. Il faut avoir conscience de ça. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas cacher ces horreurs. Mais soyons humbles. Soyons vraiment humbles. La nature sera toujours plus forte que nous. Retenez bien cette leçon. Et moi, je l'ai bien compris. Vous savez, quand il y a eu le coronavirus, quand on a vu la puissance du retour de la nature, moi, je l'ai vécu. Comment, en 3, 4 mois, 5 mois, la nature reprenait vie, vous comprenez que la nature a une force incroyable. Quel mot vous avez envie de transmettre aujourd'hui à la jeunesse? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous écoutent, que ce soit par rapport à la mer? Soyez conscient de tout ce que vous venez de dire, mais vivez vos rêves, ayez des rêves, allez au bout de vos rêves et transmettez-les ces rêves. Ayez de la passion, ayez de l'audace. Il n'y a pas de petits rêves, de grands rêves. Il n'y a pas d'une intelligence plus forte que l'autre. C'est comme un sportif, vous savez. Moi, je suis un sportif, j'étais un sportif de haut niveau. Quand vous voulez faire les Jeux Olympiques, c'est le cas d'en parler. Moi, j'ai des amis qui ont fait les Jeux Olympiques, même s'ils étaient derniers à la compétition. Mais ils ont tellement la fierté d'avoir fait les Jeux Olympiques. Donc, ils se sont mis dans la tête de faire les Jeux Olympiques et de participer aux Jeux Olympiques et d'avoir cette fierté, ce bonheur, cet engagement, parce que c'est un engagement. Et d'autres qui disent, moi je voudrais finir dans les 10 premiers, et d'autres qui disent, moi je vais être parmi les 3, et si je suis le 3e, j'aurais mieux aimé être premier, mais c'est ma fierté. Et l'autre qui veut être le premier. Et dans la vie c'est pareil, si vous voulez, il faut se mettre les limites de quoi on est capable, il faut se connaître, bien se connaître. Vous savez, quand vous partez dans l'espace, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis astronautes ou cosmonautes. Quand vous voulez partir sous la mer dans les aventures dont on vient de parler, vous pouvez les vivre que grâce à une notion d'équipage, d'équipe, de respect de l'équipe, de l'autre, de l'engagement, du sacrifice, et avant tout aussi de bien se connaître. C'est-à-dire, où est votre limite à ne pas dépasser? Où est votre ambition? Est-ce que vous êtes capable d'arriver à cette ambition? Voilà, c'est tout. Et le bonheur, il est là. Et si l'autre, il est arrivé premier, je suis très heureux pour lui. Et je vais pas... Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de votre parcours, de vos engagements, de tout ce que vous venez de nous dire? C'est une question qui est délicate, qui est très sensible, parce que... Déjà que les amis qui me sont proches soient fiers de me connaître. Après, vous savez, on va être 11 milliards d'individus. Moi, je ne cherche pas à être connu des 11 milliards. Voilà, j'ai amené une petite goutte d'eau dans cet océan de la connaissance, du développement de la vie, de nos civilisations. Et j'ai amené... parce qu'il y avait d'autres qui m'ont permis de le faire. Vous savez, c'est l'échange constant avec des hommes et des femmes à travers le monde qui ont ces petites musiques dans la tête comme vous et qui font que vous vous rendez compte que vous avez la chance de les rencontrer. C'est pas innocent. Si j'ai rencontré Jean-Luc Chrétien, Claudien Nuret, c'est pas parce qu'ils s'appellent Jean-Luc Chrétien et Claudien Nuret qui sont des gens exceptionnels, qu'on fait des choses, ou Jacques Picard, ou Sylvia Earle, ou Dan Goldin, peu importe les noms. Mais quand on a envie de se surpasser, de faire des choses exceptionnelles, on rencontre sur le chemin de la vie tous ces gens-là, un jour ou l'autre, pour rencontrer.
forcément. Vous rencontrez plein de jeunes comme vous qui me fascinent. Voilà pourquoi, parce que vous-même vous les attirez, eux-mêmes vous attirent. Donc c'est une question d'attirance, d'opportunité, de se trouver au bon endroit. Mais c'est parce que il faut être disponible dans la vie à ces contacts. Il faut se rendre disponible. Voilà. Souvent on est trop enfermé sur soi-même et après on dit moi j'ai pas la chance. Si, la chance ça se provoque, mais d'une façon naturelle, d'une certaine façon. Donc il y a une contradiction dans ça se provoque et naturel. Mais c'est des choix de vie tout ça. Il y a pas de. C'est des choix de vie. Moi je n'ai pas de métier. Vous m'auriez posé la question. Je n'ai pas de métier. Est-ce qu'un peintre a un métier? Est-ce qu'un musicien a un métier? Est-ce qu'un poète a un métier? Est-ce qu'être artiste, c'est un métier? Moi, je vis tout ce dont je vous ai parlé, je le vis. Un astronaute qui est vraiment passionné, comme Thomas, comme Claudie, comme Jean-François Clairvoy, comme Jean-Loup, est-ce que le dimanche, ils arrêtent de penser, ou est-ce que le soir à 6h, 7h, on a la chance d'avoir ces passions, d'avoir ce vécu. Donc, il n'y a pas d'horloge du temps qui vous limite. Vous voyez, c'est un tout. Vous vivez un tout dans votre vie. Et donc, on est quand même égoïste. Il faut être lucide de ça. C'est pas facile au niveau familial pour certains. Pour moi, c'est facile. J'ai la chance d'avoir une femme merveilleuse qui accepte tout ça et qui vit tout ça avec moi. Donc, mais la passion est forcément une forme d'égoïsme. Hein. On ne se rend pas compte que on entraîne les autres à vivre des moments qui c'est pas leur destin. Ça peut être. Moi, j'ai la chance que ça a été, mais il y en a beaucoup, c'est pas. Donc, ce qui fait les drames familiaux. Ouais. On est heureux que vous vous soyez consacré pleinement à cette passion qui est la vôtre. Et on vous remercie de vous être rendu disponible pour nous en parler aujourd'hui. Vous plaisantez, merci à vous. Merci, monsieur Rouget. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Pour votre gentillesse.